le changement ou la révision de la Constitution. Qu'est-ce qui est voulu par la population congolaise? Qu'est-ce qui est voulu par le régime en place? Est-ce le changement ou la révision de la Constitution? Parce que il y a une diversité d'opinions sur la question. Je citerai ici le professeur André Mbata, qui est secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, qui parle du changement de la Constitution. Je vais aussi citer le professeur Évariste Bochab, qui parle aussi du changement de la Constitution. Mais nous avons suivi le VPM au transport, Jean-Pierre Bemba sur la radio de La Place, qui parle aussi à son tour de la révision de la Constitution, parce que selon lui, c'est ce qui est prévu dans la Constitution. Alors, nous nous rappelons du chef de l'État qui avait jeté son pavé, à l'époque déjà, qui parlait, lui, du changement de la Constitution, parce que selon lui, c'est la promesse de l'UDPS. L'UDPS aurait souhaité, depuis 2005, que quand on aura le pouvoir, on va changer cette Constitution. Alors, est-ce que c'est l'opportunité? Est-ce que c'est le moment? Pourquoi le choix de ce moment alors que le chef de l'État ne reste qu'avec 2 ans? Et s'il le faisait au premier mandat, est-ce que les gens n'allaient pas crier à l'intention comme on le fait aujourd'hui? Alors pour en parler, nous recevons Alain Bolodjoa, un habitué de ce plateau, quelqu'un connu déjà sur ce plateau, et puis même du monde. Avec lui, on va analyser toutes ces questions, changement de la Constitution, parce que nous avons suivi un ministre en fonction, parler de tout droit, Tina 3. Est-ce que c'est le 3e mandat pour Fachi? Je ne sais pas. Alors, Monsieur Alain Bolodjoa, je rappelle que vous êtes président de votre propre parti. Comment vous allez et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Juste une précision, je ne suis pas président de mon propre parti, mais je suis le président national du parti Levons-nous et Bâtissons, qui n'est pas mon parti. Ah, c'est pas le vôtre? Non, non. Je suis cogéniteur, je suis cofondateur, mais je ne suis pas le propriétaire. Ah, parce que pour créer un parti, il faudrait avoir au moins 26 signatures. Et donc, je ne peux pas prétendre aujourd'hui être le propriétaire du parti. Ok. Et surtout que j'ai la possibilité de ne faire que 2 mandats de 5 ans. Donc après moi, il y aura certainement un autre membre. Ah, espérons que vous serez démocrate, hein, parce que non, mais très souvent, c'est ce que vous dites. Au début de mandat, vous commencez par des bonnes intentions. Non, mais les statuts et les règlements d'ordre intérieur me l'imposent. Ok. Vous, j'ai présidé pendant... il m'a été reconnu le droit de présider pendant 5 ans. Ok. À titre provisoire pour justement mener des démarches au niveau de l'administration, organiser les partis et afin de convoquer le congrès. Après, on va convoquer le congrès, c'est-à-dire l'année prochaine, on aura à convoquer le congrès. Si je suis élu président, j'aurai un mandat de 5 ans avec éventualité de faire encore un autre 5 ans. Et après moi, il y aura certainement une autre personne qui va assumer la fonction. Parce que je ne vais pas passer toute ma vie à être président d'un parti. Mais Fachi a dit ça, qu'il ne pourra pas passer toute sa vie à être président de la République. D'ailleurs, c'est... Mais vous les citez pourquoi? C'est parce nocif. Que vous savez qu'il est aux antipodes antipodes de la philosophie de la Constitution. Voilà pourquoi vous les citez. Non, je le cite. Et vous savez qu'il n'a jamais respecté sa parole. Donc. Non, je le cite parce qu'il exerce à l'heure actuelle les fonctions du chef de l'État. Bon, les fonctions du président de la République, oui. Mais il est encore dans la fourchette de... Il est encore dans... Il a 2 ans et demi, oui. Il est encore dans les temps, lui imparti les temps constitutionnels. D'accord. Peut-être que s'il développait le velléité ou l'intention de demeurer au pouvoir... C'est après 2028 qu'on saura... Non, c'est en 2028 qu'on saura si effectivement il est sérieux ou pas sur cette question-là.
Parce qu'en 2028, on sera astreint d'organiser les élections. Non, mais on va faire appel à la candidature. Il y aura des gens qui vont commencer à déposer leur dossier. Et si il s'hasardait à violer la Constitution et à déposer sa candidature, bien que ça sera rejeté, mais du moins on saura qu'il n'a jamais été sérieux. Vous espérez les élections en 2028? Non, comment organiser les élections La loi électorale nous l'impose en fait. Oui, mais le pays est divisé. Actuellement, vous pensez que l'accord des États-Unis ne va rien arranger? Non, apparemment, vous projetez déjà la continuation de la guerre après 2028. Oui, mais s'il y a guerre en 2028, il n'y aura pas élection. Vous souhaitez qu'il y ait guerre en 2028? Non, je ne le souhaite pas. Oui, mais apparemment, les solutions ne seront pas trouvées. Si les solutions ne seront pas trouvées, donc le pays, c'est qu'il doit partir avant, qu'il ne soit trop tard. Alors, Alain Bolodjoa, on parle ici du changement ou de la révision de la Constitution. Non. Vous, à votre niveau, moi j'aimerais avoir votre point de vue. Non. Ni la révision, ni le changement. Non, réformuler. Apparemment, il n'y a que ces deux options. Bon, changement, révision ou maintien de la Constitution. Mais voilà, là au moins vous êtes rationnel. Parce que si vous formulez votre question dans ce sens, c'est comme si on est en train de faire le choix entre les deux. Et pourtant, la solution et l'idéal serait de maintenir ce qu'il y a. Et on va essayer de vous le démontrer. Vous comptez maintenir? La Constitution s'impose à nous. Non, il n'y a pas question de souhaiter. La Constitution s'impose à nous parce que nous l'avons voulu ainsi. Oui, mais elle prévoit sa révision, la même Constitution. Non, mais bien évidemment, si on prévoit la révision, c'est la Constitution qui reste. C'est la Constitution qui reste. Et alors, si la Constitution reste, s'il y aura des amendements ou des révisions de certaines dispositions conformément à la Constitution, ça ne va rien changer. La Constitution va rester et c'est ce que nous souhaitons. Comment vous trouvez à votre niveau la position des acteurs de l'Union sacrée actuellement? Parce que ça prouve de l'indiscipline, ça prouve de la désorganisation, ça prouve... à quel niveau? Le manque de sérieux. À quel niveau? Parce qu'en réalité, si vous êtes membre d'une organisation politique telle que l'Union dite sacrée, parce que c'est une plateforme politique, en réalité, il faudrait parler le même langage. Ce n'est pas le cas? Non. Vous avez cité 3 personnes et chacun a une approche différente. Parce qu'en réalité, avant de se livrer en spectacle en public, la moindre des choses serait d'abord de discuter en interne, d'élever des options en interne, et puis d'affronter les restes de la société. Ce n'est pas le cas avec nos amis. Eux commencent d'abord, chacun essaie de faire des incantations à sa manière, et jusque-là, on ne sait pas s'ils optent pour quelle option. Et ils nous lancent dans ces débats stériles. Il y a de ceux qui pensent qu'il faille impérativement changer la Constitution. Il y a d'autres qui pensent qu'il faudrait plutôt réviser certaines dispositions. Il y a d'autres qui pensent carrément laisser Félix Tshisekedi au pouvoir ou en faire un dieu. Et donc, devant cette forme de folie, je pense que... C'est la folie. En tout cas, je n'ai pas d'autres mots. Le mot n'est pas trop fort, là. Non, mais non, la réalité est trop forte. Je cherche de mots. Parce que quand on voit cette forme de délire, on s'est dit, si ce n'est pas la folie, il n'y a pas d'autre concept que l'on pourrait remplacer là-dessus. Logiquement, est-ce que vous ne trouvez pas réellement qu'il est important qu'on change cette constitution au regard des non seulement dispositions qui y sont, mais aussi la demande qui est vaste. Parce que je me rappelle d'Elie Sesanga à l'époque qui parlait de la révision de la Constitution. Olivier Kamitatou en avait évoqué. Martin Fayulu qui parlait comment? Des réformes constitutionnelles. Des réformes constitutionnelles. Non, il parlait plutôt des réformes institutionnelles. Ah, des réformes institutionnelles. Oui.
ça nous renvoie directement à la Constitution, parce que c'est la loi mère. Bon, si déjà tout le monde l'avait pas dit, donc si déjà tout le monde est d'accord, à tout le monde, c'est-à-dire pourquoi ne pas adhérer à l'option de la majorité? Apparemment, dans notre pays, tout le monde veut dire le nom que vous avez cité. Non, ce sont des leaders. Non, ils sont leaders parce que vous les voulez. Tous sont soumis aux exigences de la Constitution. Oui, justement, mais ils expriment le souhait de changer cette Constitution. Non, ils peuvent avoir le souhait, mais la Constitution nous impose à ne pas la changer. Voyez-vous? Et si vous allez dans le fond, apparemment l'essentiel de ceux qui veulent changer la Constitution ne la maîtrisent même pas. Comment ça? Parce que quand vous suivez... Sanga. Non, mais c'est ça, on n'a pas parlé des changements. Il parle plutôt de la révision de certaines dispositions. Oui. Ce qui est constitutionnel. Voyez-vous? Là où vous vous inscrivez. Non, je ne suis pas convaincu parce que je ne connais pas les matières à toucher. Parce que si vous regardez dans la Constitution, celui qui veut initier la révision de certaines dispositions ne la viole nullement. Ce n'est pas interdit la révision de certaines dispositions de la Constitution. Bien qu'il y a des matières qui sont frappées d'immutabilité, mais pour les restes, vous pouvez y toucher. Et je crois que c'est ça même la volonté du constituant, et c'est ce qui est repris dans les dispositions pertinentes de l'article 218 de la Constitution. On ne peut pas interdire à un groupe de gens ou à certains membres de l'Assemblée nationale du Sénat, à la personne du président, à certains membres ou aux membres du gouvernement, d'initier la révision de certaines dispositions de la Constitution. Même pour la révision de certaines dispositions de la Constitution, il y a deux questions essentielles qui doivent se poser: l'opportunité et la pertinence. Si c'est opportun, si c'est pertinent, ça peut passer. Et dans la révision, il y a des matières qui nécessitent à ce qui est référendum. Il y a d'autres matières qui ne nécessitent pas à ce qui est référendum. Il faudrait maintenant voir si ce sont des matières qui ne nécessiteront pas le référendum ou s'il y aura référendum, essayer de voir la rationalité dans le choix que l'on opère. Parce que le référendum, c'est pratiquement une élection, en fait. Le référendum, c'est le changement, carrément. Parce que le référendum nous renvoie à toucher les dispositions verrouillées. Non, non. Les matières référendaires dans la Constitution existent. Il y a des matières, si vous voulez les réviser, ça exige à ce qui est référendum. La Constitution n'a pas prévu les référendums, non pas les matières verrouillées, les matières à réviser référendaires existent. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens n'ont pas eu l'opportunité de découvrir cette Constitution, parce qu'il y a certaines matières qui nécessitent référendum. Ces matières-là ne sont pas frappées d'immutabilité, mais c'est une catégorie de matières qui exigent les référendums. Ça existe. Mais vous comprenez? Alors, nos amis qui veulent, à un certain moment, nous lancer dans les débats de la révision, à un autre moment, nous lancer dans les débats du changement, on se rend compte que dans cette forme de folie, il nous est difficile d'apprécier ce qui est bon et ce qui est mauvais. On rejette le tout en bloc. Mais s'ils étaient intelligents, je parle ici de l'intelligence, de la connaissance de la situation et de ce qu'ils veulent en réalité, ils devaient plutôt nous dire, voilà, nous avons analysé en profondeur la Constitution et voici les propositions que nous faisons. En ce moment-là, on discute sur les propositions. On ne va pas discuter sur les incantations, sur les délires. C'est ce qui énerve. Parce que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie et ça nous divise davantage. Vous oubliez la promesse qu'avait faite Étienne Tshisekedi Ouamoulou en 2005 à la population congolaise. Il leur avait dit. Il avait fait déjà que quand l'UDPS sera au pouvoir et aura le pouvoir. Il le faisait en tant que qui? Comment lui qui n'avait aucune fonction, qui n'avait aucune qualité, pouvait-il promettre à la population? Il a promis à ses militants. Aujourd'hui, c'est son parti. Mais ce sont ces militants-là qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non, mais effectivement. Et qui veulent concrétiser leurs promesses. Non, mais attendez. Mais voilà pourquoi j'ai dit ces fameux militants-là ne sont pas sérieux. Parce que s'ils étaient sérieux et s'ils respectaient au moins ces fameux testaments qui ne servent à rien, ils devaient plutôt commencer à présenter leur intention d'échanger. Leur intention d'échanger la Constitution déjà en 2011. N'oubliez pas qu'Étienne Tshisekedi était candidat en 2011. Oui. Avait-il dans son programme de gouvernance prévu les changements de la Constitution?
Non, il fallait qu'il prenne le pouvoir parce qu'il a dit clairement... Mais attendez. Si vous voulez changer la constitution, la moindre des choses, il faut présenter ça pendant que vous battez campagne. Il était candidat, Étienne Tshisekedi était candidat. Il avait la latitude de présenter à la population la proposition la proposition de sa nouvelle constitution. Okay. Cela n'a pas été fait. Mais en 2018, si le père n'avait pas la capacité ou la capacité de présenter la nouvelle constitution, le fils pouvait le faire en 2018. D'où il le fait? Non, il n'avait pas fait. En ce moment, il le fait. Non, mais en 2023 non plus. Est-ce qu'il fallait battre campagne avec, non, mais bien avec évidemment, mais ça fait partie de leur projet de société. C'est vous qui l'avez dit. Non, je n'ai pas dit que ça faisait partie de la société. Vous avez dit qu'ils veulent respecter les testaments de leur père. Justement. Fort malheureusement, c'est leur père à eux. Ce n'est pas mon père. Moi, je n'ai jamais considéré Étienne Tshisekedi comme mon père. C'est le père de la démocratie, quand même. Non, le père de la démocratie, c'est Bemba, Kabila, Zaïd Ngoma, Roubewa, Michiki, Bahati. Comment ça? Zaïd Ngoma, ce sont ceux-là qui ont fait de cette république une république démocratique. Étienne Tshisekedi n'était pas là. Ah bon? Depuis quand ça? Mais la démocratie est consacrée dans la Constitution, non? Et ce sont les personnes que vous avez citées là qui mais bien évidemment, ce sont eux qui sont les géniteurs de la Troisième République. Étienne Tshisekedi n'était pas là. C'est vrai qu'il était là lorsqu'on concevait le programme, l'accord global inclusif. Il était là lorsqu'on rédigeait la Constitution de la transition, mais il n'était pas là lorsqu'on rédigeait la Constitution actuelle. Les Michi qui étaient? Non, bien évidemment, Michi qui était là. Il était là dans le cas de ce que vous appelez le Maï-Maï. Oh. Ils étaient là. Donc vous citez des rebelles, des anciens rebelles, et vous dites aux gens que ce sont ceux-là les pères de la démocratie. Non, mais la démocratie, elle est constitutionnelle, cher ami. La démocratie est constitutionnelle. Les géniteurs de cette constitution, ce sont ces personnalités-là que je vous cite. C'est vrai qu'ils étaient nombreux, mais ce sont ceux qui étaient les têtes d'affiche. Ah bon? Ah, mais voilà. Donc j'ai dit, ça, les gens... Non, mais c'est ça l'histoire. Et c'est d'ailleurs une histoire récente. C'était en 2002. Et moi, j'étais non loin de là. Donc, je tiens à vous dire, ceux qui ont eu le réflexe de faire une lecture combinée de toutes les constitutions que nous avons eues dans ces pays vont se rendre compte que cette constitution, la constitution actuelle, n'a été que le copier-coller. Dans cette constitution, il y a la constitution de 1992. Dans cette constitution, il y a la constitution de 1992. Dans cette constitution, il y a la constitution de 1967. Il y a aussi la constitution française. Dans cette constitution, il y a la constitution de 1964. Dans cette constitution, il y a la loi fondamentale de 1960. Il y a aussi la constitution française. Non, c'est faux. Je vous dis, c'est faux. Mais elle est le fruit de belligérance. Non, mais je vous dis, c'est faux. Tout ce que vous dites là, c'est faux. Apparemment, vous avez l'intention de relayer les inepties de nos amis de l'UDPS qui ne connaissent rien sur l'histoire politique. Et c'est quand même décevant. Sachez-le très bien. Si vous prenez ne fût-ce que 5 minutes de votre vie, vous lisez la constitution de Loulouabourg, c'est copier-coller de ce qu'il y a aujourd'hui. Et on a ajouté la loi fondamentale, certaines dispositions. On a ajouté la constitution de 1967, certaines dispositions. On a pris la constitution de 1992, certaines dispositions. C'est du copier-coller. On a pris plusieurs résolutions et plusieurs grandes options, les idées forces de toutes ces constitutions pour constituer ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que ce qui est vrai, on peut faire recours à un expert étranger, mais il se base à la philosophie constitutionnelle de votre pays. Il prend vos textes à vous qui ont existé, que vous ne lisez pas. Il lit vos propres documents, il fait du copier-coller, il vous amène une matrice et vous vous dites non, et c'est une constitution venant. Non, ce n'est pas. Ça venait du Rwanda. Il semblerait que c'est une constitution qui vient du Rwanda. Et Paul Kagame en est l'auteur et qu'il faudrait mettre de côté. Qui est celui-là qui l'a dit? Ne me dites pas que c'est votre président. Ah non, je n'ai pas parlé du président. Ouais, mais si c'est lui, c'est ridicule. Non, je n'ai pas parlé du président. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, si c'est lui, c'est ridicule. Parce que, je vous dis,
je peux commencer à vous faire, appelez-moi un jour, je vais commencer à vous dire, vous voyez cette disposition a été tirée dans telle constitution, tel article. Nous le faisons. Je peux vous envoyer tous les textes que nous avons connus dans ces pays et je peux vous dire, dans tel article, on a tiré ça de telle disposition de la Constitution. Mutatis mutandis. Les mêmes dispositions. Ça existe. Alain Bolojwa, au regard de ce que nous vivons actuellement, parce que quelqu'un disait ici, j'ai reçu un juriste qui disait ici que le changement de la Constitution est impératif. Pourquoi? Parce que comment expliquer que la politique du pays ou la politique gouvernementale est définie par le Premier ministre, le président de la République accompagné du Premier ministre. Mais c'est le Premier ministre qui met en exercice cette politique. Par la suite, c'est le chef de l'État qui est redevable devant la population lors de la campagne électorale, par exemple. Comme il est ridicule. Heureusement, il est ridicule. Vous ne trouvez pas que nous devons basculer vers le régime présidentiel, par exemple, donner tous les pouvoirs au chef de l'État? Voilà pourquoi j'ai dit, cette absence d'intelligence nous pousse à nous lancer dans des débats stériles. C'est un bon juriste. Il peut être que bon juriste, il est de l'UDPS, non? N'est-ce pas qu'il est de l'UDPS? Oui. Fort malheureusement, il n'a pas su actualiser son intelligence. Tout le monde n'est pas mauvais à l'UDPS. Non, mais il est mauvais. C'est un piètre juriste. Ce que je vous dis, je l'assume. Attendez. La constitution que eux veulent faire appliquer, c'est la constitution de 1992. Ah ouais? Bien évidemment, c'est la constitution de CNS, Conférence nationale souveraine. Vous le savez comment? Ils n'ont pas juste. Mais Étienne Tshisekedi le disait avant, quand il était dans ces histoires. C'est-à-dire que quand il parlait de la conférence, c'est ce qu'il a dit à Laurent Désiré Kabila. C'est ce qu'eux-mêmes aussi disent. Ils veulent faire appliquer la constitution de la conférence nationale souveraine. Dans cette constitution de la conférence nationale souveraine, ils n'ont pas parlé d'un régime présidentiel. C'est un régime parlementaire. Mais eux, maintenant, proposent le régime présidentiel. Non, mais attendez, ils ont combattu ça. Ils veulent donner tout le pouvoir au chef de l'État. Voilà pourquoi ils sont ridicules. Mobutu avait ces pouvoirs-là. Ils l'ont combattu. Mobutu avait la plénitude du pouvoir. Ne pensez pas que Mobutu menait des actions en dehors de la Constitution. Parce que quand ils ont renversé le pouvoir en 1965, ils ont eu à présenter la Constitution dite de révolutionnaire de 1967. C'est la Constitution qui a fait de Mobutu un dictateur. Ok. Ils ont réformé en 70, en 71, jusqu'à avoir la conférence nationale souveraine. Lorsqu'on attaquait Mobutu, on disait qu'il y avait concentration du pouvoir. Il fallait fractionner le pouvoir et revenir à la philosophie qu'il y avait avant. C'est-à-dire que le Premier ministre soit revêtu d'un certain nombre de pouvoirs, que le président soit là, mais qu'il ne soit pas celui qui va porter le politique public. Ce que nous avons aujourd'hui a été tiré de leur constitution à eux. Bon. Le régime que nous avons, c'est un régime copié de la constitution de 1992. Oui, mais peut-être après avoir vécu des réalités, sur le terrain, on se rend compte que on doit peut-être basculer vers ce régime. Non, voilà pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas sérieux. Je vous donne un exemple qu'il avait donné. Le chef de l'État n'est pas d'accord, Félix-Antoine Tshisekedi. Oh, mais lui passera. La constitution là ne va oui, même justement, pas mais c'est l'exemple. C'est lui qui s'en plaint. C'est celui qui gère aujourd'hui, c'est lui. Fort malheureusement. Je l'évoque comme exemple parce qu'il gère aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec la gestion de Daniel Bumba, par exemple. Mais il est dans l'impossibilité de mettre Bumba de côté. C'est faux. Parce que la Constitution ne lui permet pas de renvoyer Bumba ou de déchoir Bumba. C'est faux. Il doit passer par une assemblée provinciale, corrompre cette assemblée et qu'on sort. Corrompre. Donc lui, il vient ici, un juriste, il dit que pour faire partir un gouverneur, il doit impérativement corrompre. Mais le gouverneur de Lualaba est parti comment? De Lualaba, avec Mouillège, Mans. Il est parti comment? Maouéja est parti comment? Donc vous voulez nous dire à chaque fois qu'ils font partie le gouverneur, ils corrompent. Donc vous voulez qu'on applique cette voie-là? Voilà pourquoi je vous dis, ils n'ont pas pris le temps de bien réfléchir. Mais Mobutu procédait par les nominations de gouverneurs. Ça n'a pas fait avancer les pays.
Mobutu avait la plénitude de nommer le gouverneur. Joseph Kabila, avant l'avènement de cette constitution, procédait par la nomination. Laurent Désiré Kabila l'a fait. Mais eux, dans leur parti, ils parlent de la démocratie, n'est-ce pas? Oui. Mais la démocratie doit commencer par la base. Voilà pourquoi nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel, dont le maître mot reste la décentralisation. Il faudrait que la population se choisisse ses dirigeants. Ok. Alors, si on doit choisir un gouverneur, on dit non, voilà, au lieu que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct, qu'il soit plutôt élu au suffrage indirect. Nous avons les députés provinciaux. Si Félix Tshisekedi ne peut pas faire partie un gouverneur parce qu'il n'y a pas de compétences constitutionnelles, mais il y a les compétences politiques. Il peut faire partie, votre fameux gouverneur, il peut le faire partie, parce que ça ne sera même pas la première fois. Il suffit seulement de retirer sa confiance et les députés vont obtempérer. Mais si les députés ont eu à voter ses sénateurs à lui, ont eu à voter son gouverneur, son candidat à lui, c'était par mot d'ordre. Attention. Oui. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit « Donnez le pouvoir à des imbéciles, vous en faites des tyrans. » L'autre a dit « Le pouvoir rend fou. » Vous ne pouvez pas donner, reconnaître l'absoluté du pouvoir à un individu. Il faudrait toujours l'encadrer. Si le président de la République commence à nommer le gouverneur, commence à décider sur le gouverneur, c'est-à-dire que la décentralisation n'aura plus de sens. Pensez-vous vraiment que la décentralisation, c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que ça nous a apporté déjà? Mais vous parlez à chaque fois de Madame Fifi Masuka. Ça ne vous a rien apporté. Alors, si ça ne vous a rien apporté, quel est l'avantage que nous avons tiré de la déconcentration du pouvoir? Non, cher ami. Voyez-vous, c'est-à-dire, le fait seulement que les gens ne veulent pas mettre de l'intelligence dans leur démarche, ils sont plutôt dans une forme de vacuité des pensées, ils se perdent de foi. S'ils étaient intelligents, ils devaient d'abord commencer à répondre à 4 questions essentielles. Lesquelles? Quand est-ce qu'ils ont pris la décision de changer la Constitution? Ça, c'est la première des questions. 2005, ils ont répondu à ça. Ils répondent à ça. Ils ont commencé à vouloir changer la Constitution en 2005. Oui. Oh. Ils ont commencé à vouloir changer la Constitution en 2024. Ce n'est pas en 2005. C'est avant qu'ils ne prennent leur pouvoir. C'était en 2024. Quand Félix Tshisekedi avait accordé une interview aux 2 journalistes allemandes, c'est en ces moments-là qu'il a commencé à en parler. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de majeur pour qu'il commence à vouloir changer la Constitution? La deuxième des questions, pourquoi voulez-vous la changer? La troisième des questions, qui a le droit de changer une Constitution? Mais la Constitution le dit. La Constitution dit quoi? Qui doivent peut-être changer la Constitution? Non, comme qui, par exemple? Le Conseil des ministres? Non, on parle de la révision. Le chef de l'État? On parle de la révision. La compétence étant d'attribution, ce qui n'est pas prévu dans l'acte, ce qu'on ne vous reconnaît pas comme droit ou pouvoir dans la Constitution, vous ne pouvez pas l'exercer. Mais je tiens à vous dire, la Constitution interdit ce qu'ils veulent faire. C'est l'article 64, deuxième alinéa qui l'est dit. Vous trouvez que nos amis ne prennent pas de... Non, cher monsieur, commencez d'abord à rentrer à l'école du parti, allez réfléchir à ces niveaux, et puis concevez une communication d'ensemble et venez communiquer. Parce que ça paraît un peu idiot de voir un pays être emprisonné par des gens qui sont excités et chacun veut interpréter leur intention à sa manière. C'est ridicule. Comment vous trouvez la position actuelle de Didier Boudimbo, qui est ministre en fonction, ministre des Sports et Loisirs, qui parle de tout droit Tina 3. Pour lui, le chef de l'État actuel mérite le temps au regard de tout ce qu'il a fait comme réalisation. Il a fait quoi? Selon lui, Paul Kagame pleure aujourd'hui parce que Félix Tshisekedi l'a mis jusqu'au dos au mur et qu'il faudrait lui donner du temps pour parachever ce qu'il a commencé. Vous n'êtes pas d'accord? Il a commencé quoi?
Soyons clairs. Il a mis KO les rebelles. Il a mis KO les rebelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord qui lie la République démocratique du Congo et les rebelles. Quand il dit mettre KO les rebelles, c'est-à-dire quoi? Et ces rebelles ont commencé... Aujourd'hui, Paul Kagame pleure un peu partout. Il est sanctionné un peu partout. C'est grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi j'ai dit, les gens qui n'ont pas supporté l'école, les gens qui n'ont pas pris le soin de se laisser former, et deux fois, quand ils passent à la télé, ils délirent. Cher ami, même s'il avait opéré des miracles, si Félix Tshisekedi est réellement sérieux, discipliné, il doit partir. Vous pensez que si nous étions rigoureux dans ce que nous faisons, on pouvait accepter d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi? Posez-vous la question. S'il aurait résolu un problème, c'est le problème que lui-même a créé, non? Lequel? Qu'est-ce qu'il a créé comme problème? Mais vous parlez de quoi? Quand vous parlez qu'il aurait fait pleurer Kagame, il aurait neutralisé les rebelles. Oui. Mais quand lui, il a accédé au pouvoir... Vous n'acceptez pas ça? Non, mais attendez. Quand lui a accédé au pouvoir, il y avait quelle rébellion? Oh, le M23 ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais attendez. Le M23 ne date pas d'aujourd'hui, mais le M23 n'était pas opérationnel. C'est une agression qui date de plus de 30 ans. Le M23 n'était pas... Non, le M23 n'a pas fait 30 ans. Non, pas de l'agression rwandaise. Non, mais l'agression, vous parlez de quelle agression? En 2019, quand Félix Tshisekedi flirtait avec Kagame, il n'y avait pas d'agression. Comment ça? Il n'y avait pas d'agression en 2019. Il n'y avait pas d'agression, cher ami. Où était le M23 cette époque-là? Mais ils étaient en Ouganda. Comme des réfugiés. Ils faisaient quoi? Ils étaient des réfugiés. Oui. Alors? Et donc... Comment ils ont repris la guerre alors? Oh, mais il faut poser ça à Gilbert Kankonde et à Félix Tshisekedi. Ah, donc vous voulez nous dire que ce sont eux qui... Ah, mais bien évidemment, vous l'avez compris. Ils ont créé la situation pour qu'il y ait résurgence. Ils veulent maintenant apparaître comme des héros. C'est ridicule. Allez dire à ces messieurs-là d'apprendre à être sérieux. Troisième quoi? Tout doit-il à 3. Non, mais 3, ça veut dire, c'est au base de quelle disposition de la Constitution? Oh. Boudimbo, lors de son meeting, avait dit que la Constitution n'est pas au-dessus de la population. Oui, mais lui n'est pas au-dessus de la Constitution. Vous savez, pour qu'il y ait changement de la Constitution, il va falloir faire tomber l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, la Constitution tombera avec Félix Tshisekedi, avec le gouvernement, avec le Parlement, avec le cours des tribunaux, avec votre fameux ministre là, avec tous les gouverneurs, avec tout ce qu'il y a comme institution organisée par la Constitution, ça va tomber. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Mais si lui, se sent fort, il est capable d'imposer aux gens sa volonté avec son degré d'intelligence, la moindre des choses, c'est de prendre le voyou, de prendre ce qui peut mobiliser, d'imposer, au lieu de changer la Constitution, imposer Félix Tshisekedi qui reste au pouvoir. Pourquoi voulez-vous encore changer la Constitution pour que l'homme le plus fort du pays demeure au pouvoir? Donc vous reconnaissez que la Constitution a une valeur. Mais cette valeur peut être défendue. Quelles sont les raisons réellement qui vous poussent à vous opposer au changement? Parce que la Constitution l'interdit. Il faut qu'il y ait des interdits dans ces pays. Vous voyez juste Félix Tshisekedi. Non, mais attendez. Ou vous voyez, regardez aussi l'état de la population. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Si vous reconnaissez que c'est la Constitution qui bloque, cela veut dire que tous ceux qui ont eu à exercer leur fonction par rapport à cette Constitution avaient connu le même problème. Non, mais peut-être... Non, mais attendez, la Constitution est venue en 2006. Oui, elle a été taillée sur mesure de ceux-là qui l'ont taillée. Ah, sur mesure de ceux-là qui l'ont taillée. Oui, qui étaient avant Félix. Et ils ont bénéficié quoi? Quelle disposition qui leur conférait plus de pouvoir qu'aujourd'hui? Cher ami, Toko Samaël, les gens doivent arrêter de faire des sensationnels. Ils doivent apprendre. La moindre de choses, apprenez. Moi, un économiste, si quelqu'un m'attaque dans mon domaine, si je constate que quelqu'un maîtrise mon domaine mieux que moi, je rentre à l'école, allez lui dire de rentrer à l'université, d'apprendre encore les ABC. On ne change pas la Constitution pour donner un troisième mandat. Ça, ce sont des ABC. Alors, s'il est déjà ignorant à ces niveaux-là, donc ça ne sert à rien d'en parler. Ça ne sert à rien. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Didier Boudimbo.
Non, vous parlez de qui? Moi, je vous ai posé la question sur... Ah, mais voilà, je vous donne la réponse à votre question. Hein? C'est quand même ridicule. C'est quand même un ministre en fonction. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un ministre qui ne veut pas respecter la Constitution? Qu'est-ce que j'ai à foutre d'un ministre qui ne veut pas respecter la Constitution? Il est ministre parce qu'il y a une Constitution. Hein? Évariste Bouchab, qui est constitutionnaliste, oui. Professeur d'université. Des universités. Des universités. Il faut préciser. Bien sûr. Oui. Mais... Un homme très, très intelligent. Ah, vous le Il reconnaissez. faut toujours insister. Vous le reconnaissez. Ah. Mais cet homme-là, que vous reconnaissez son intelligence, Oui. vous dit qu'aucune constitution au monde ne peut avoir la durée de vie de 17 ans, enfin, de 20 ans. Oui. À la limite, c'est 17 ans. 17 ans. Mais la nôtre a déjà 20 ans. 20 ans. Elle est Donc, déjà vieille. on doit la changer. Justement. Ok. Voilà pourquoi j'ai dit science sans conscience n'est que ruine des lames. Ah, mais vous avez reconnu. Non, mais j'ai dit qu'il est vous avez intelligent. reconnu son intelligence. Ah oui, mais ici, je parle de la conscience. Ah. Ah. Là, j'ai parlé de l'intelligence. Mais ici, je parle de la conscience. Il a fait référence à un auteur. Oui. Cet auteur, c'est un Américain. Oui. Et cet Américain sait pertinemment bien que dans son pays, il y a une constitution qui a fait pratiquement 2 siècles. Sans retoucher. Non, on peut toucher, mais la constitution n'a pas été changée aux États-Unis. C'est la même constitution, mais révisée. Monsieur Bouchab, d'après ce qu'on nous dit, il aurait fait ses universités même à l'étranger. Oui. Peut-il nous citer un pays où lui, il a pu vivre pendant un certain temps, où on change les constitutions après chaque 17 ans? Qui nous cite ne fût qu'un seul État. La constitution actuelle de la France, c'est depuis 1958. Alors dites-moi, s'il parle de 17 ans, voilà pourquoi je vous dis, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cher ami, je reconnais que dans cette union sacrée, il y a des hommes intelligents. Mais pour la plupart sont des aliénés. Comme qui? Non, pour la plupart, je ne veux pas citer des noms. Ils sont nombreux, ils se reconnaissent. Pour la plupart sont des aliénés volontaires. Tous ceux qui tentent de dire autre chose que ce que pense Félix Tshisekedi, ils sont acculés. Mais Bahati aussi, c'est un professeur. Oui, mais... Il est aussi intelligent. Oui. Il a été constituant. Bahati connaît mieux cette constitution que l'essentiel de ce que vous présentez comme des professeurs. Parce que Bahati était à la genèse de la constitution. Que dit Bahati? Ce n'est pas opportun, ce n'est pas nécessaire de changer la constitution. Le Congo ne souffre pas d'un problème de texte, mais un problème d'homme. Oui. Alors, essayez de vous imaginer un professeur d'université constitutionnaliste par sur quoi? Bon, je sais qu'il n'est pas constitutionnaliste, il a fait le droit public, certainement qu'il est spécialiste sur les questions de la Constitution. Il vous dit non, les constitutions durent généralement 17 ans. Mais je voudrais vous opposer un fait. En 2016, le même professeur prétendait que 10 ans suffisaient pour qu'on change une constitution. 10 ans. 10 ans. Mais en 2016, il a lancé un débat sur la constitution. Il parlait entre l'inanition de la nation ou la révision de la constitution. Et voilà. C'est-à-dire qu'il pensait que 10 ans suffisaient. Aujourd'hui, c'est 17 ans. Si demain, ça serait le fils à Tshisekedi qui serait au pouvoir, il va vous dire non, c'est à 30 ans. C'est maintenant qu'on doit commencer à changer la constitution. Mais vous voulez changer la constitution pour résoudre quel problème? Dites-le nous. Vous êtes et contre la révision et contre le changement. Vous, c'est le maintien de cette constitution. Non, attendez. Je suis assez clair. Personne n'est en droit de changer la constitution, sauf s'il y a rébellion. S'il n'y a pas élection en 2028, vous présagez déjà qu'il n'y aura pas élection. Et qu'il y a continuation, je suppose, et qu'il y a continuation de la rébellion dans la partie est de la RDC. Qu'allez-vous faire? Non, en ces moments-là, on va prier. Qu'est-ce que vous allez faire? Et on va faire? changer les prières. Qu'allez-vous faire? Non, faire quoi? Je vais continuer à prier. Ça servira à quoi d'avoir un président inutile, incapable de résoudre la question sécuritaire, des institutions qui ne fonctionnent pas bien? On va rester ici dans la partie ouest, alors que dans la partie est, il y a nos frères et sœurs qui vont continuer à mourir. Il nous a amené un accord de Washington que vous avez apprécié. Mais apparemment, vous contestez. Vous avez apprécié au début. Qui, moi? Apprécier un accord torchon? Mais vous dites quoi au GIS?
Vous nous dites qu'il a amené un accord qui va solutionner le problème, mais en même temps, vous nous dites, vous présagez déjà qu'il n'y aura pas élection parce qu'ils seront dans une station de guerre. Mais prenez position, cher ami. Vous voulez quoi? Vous pensez qu'il est capable de mettre fin à la guerre? Et vous pensez qu'en 2023, il y aura encore la guerre? Vous pensez à quoi? Vous voulez quoi? Si Félix Sekei ne sera pas en mesure de rétablir l'ordre public jusqu'en 2028, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et vous allez les faire partir comment? Par quel processus? Ah, vous voulez qu'on les fasse partir? Par quel processus? Parce que mais lui déjà, il est rebelle. La même constitution que vous protégez ne vous donne aucune occasion de faire partir un chef de l'État. Si. Ça nous donne plusieurs éventualités, plusieurs scénarios pour le faire partir. 64. Non, mais ça fait partie de la constitution. Vous n'allez pas souhaiter de 62 à 65 sans passer par 63 et 64. Mais si Félix Sekei est coauteur ou complice, il pose des actes de haute trahison, on va les faire partir, ne vous en faites pas. Comment? Non, on va les faire partir par le voie constitutionnelle. On peut juger un président, n'est-ce pas? On peut l'arrêter, on peut le condamner, on peut le déchoir de ses fonctions, on peut les chasser. Alors, on va prendre une autre thématique. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la gestion de la ville de Kinshasa. À qui revient la responsabilité de tout ce que vous voyez à Kinshasa actuellement, selon vous? On en a déjà parlé, cher ami. Le problème persiste. Non, mais effectivement, parce que Félix Sekei est incompétent. Non. Qui est responsable de tout ça? Non, mais je commence d'abord par Félix Sekei. Le premier responsable, c'est Félix Sekei. Parce que c'est la sommation des résultats des provinces qui fera le bilan de Félix Sekei. Ce qui est aberrant. J'ai vu des gens de l'Union sacrée demander à votre fameux gouverneur de démissionner parce qu'il est incompétent. Mais lorsque nous disons à M. Félix Sekei de démissionner, on nous dit non, voilà, il avait trouvé le pays dans un trou, il s'efforce quand même à mener des démarches. Mais le gouverneur peut vous dire la même chose. Parce que lui, au moins, il a fait 2 ans. Alors que Félix Sekei en a fait 7. Si vous voulez lui rendre responsable de la situation, rendez aussi responsable Félix Sekei. Moi, je vous dis, le problème du Congo, le plus grand problème, c'est le degré d'incompétence de M. Félix Sekei. Je vous l'ai dit, s'il était compétent, s'il avait les aptitudes, il avait assez d'énergie, on allait connaître le sort de ces pays. En quoi il est incompétent? Mais il est incompétent, parce qu'il s'est choisi de mauvais collaborateurs. C'est de l'incompétence. Il ne sait pas faire le suivi et évaluation de ce qu'il prend comme décision. Mais il a interdit aux gens d'entrer avec des motos à Gombe. C'était une décision, oui ou non? Qu'a-t-il fait pour appliquer ces décisions-là? Oui, mais... C'est à lui d'appliquer la décision? C'est à lui de veiller sur l'application de la décision. On ne prend pas les décisions en l'air. Reconnaissez qu'il est incompétent. Il est incompétent. Il prend des décisions à temps et à contre-temps. In fine, il n'y a rien. Allez voir la présidence de la République. Oui. C'est devenu pléthore. Comment ça? Mais il y a des structures qui ne valaient même pas la peine, qui sont là-bas. Il a créé des structures budgétivores pour rien. Est-ce qu'au stade actuel, le pays a besoin d'avoir le bureau du conjoint du président de la République, dont le directeur a rang de ministre d'État en termes d'avantages? Ça ne servait à rien. Posez la question à M. Félix Sekei. La caisse de péréquation a combien? La rétrocession s'est fait comment? Comment arrive-t-on à recruter? Comment peut-il garder un monsieur comme Liaou comme ministre de la fonction publique? Alors qu'il est excessivement incompétent. Vous touchez le meilleur ministre? Non, à la télé. Avez-vous une idée sur le fonctionnement de l'administration publique? Avez-vous au moins une idée sur le fonctionnement de l'administration publique? Alors, voilà pourquoi je vous dis, il est excessivement incompétent. Vous l'applaudissez parce qu'il nourrit certains ménages. Liao, c'est le meilleur ministre. C'est le plus piètre des ministres de la fonction publique que le pays n'a jamais connu. Le plus piètre. Mais posez la question aux fonctionnaires. Vous faites toujours le contraire de ce que les gens pensent. Mais moi, j'étais agent de l'État. Vous étiez ou vous l'êtes? Non, j'étais. Oh. J'étais agent de l'État. Je me connais un peu en administration.
J'ai été consultant lorsqu'on initiait les réformes de l'administration publique. Vous connaissez Jean-Claude Kibala. C'est lui qui avait commencé le projet avec ENA. Vous connaissez Ishombicho. C'est lui qui a finalisé le projet avec ENA. Vous connaissez le vieux, comment il s'appelle, le professeur Bongongo. Comparez ces trois ministres avec votre piètre ministre. Il est piètre. Bongongo n'a rien fait à l'époque. Non, mais c'est Bongongo qui a créé, qui a facilité la création des SENSAP. Bongongo a amené plus de réformes que ce que vous avez aujourd'hui. C'est un piètre ministre. Pendant tous ces temps, jamais nous n'avons vu le personnel aussi pléthore. Aujourd'hui, le nombre des agents a augmenté de manière exponentielle. Où est le mal? Non, mais c'est interdit. Dans l'administration, ça ne se fait pas. On nomme par rapport aux fonctions qui existent. On nomme pas au-delà. Cher ami. Vous auriez voulu que les NU restent comme ça? Les NU, on va régulariser. Mais lui, il a nommé. Il a ajouté d'autres personnels. Reconnaissez ce qu'on vous dit, écoutez. Donc, d'après vous, qui est les ministères je prends le ministère des Finances. Oui. À 12 directions. Lui, il a fait nommer 27 directeurs. Il y a 15 directeurs sans affectation. Mais ils doivent être payés, non? Quand votre premier ministre vous dit « Je dois voir clair, il y a un problème », c'est justement parce que l'effectif n'est pas contrôlé. Si aujourd'hui il y a des problèmes de paiement, c'est justement parce que l'État ne maîtrise pas le nombre du personnel. On ajoute les personnels à chaque moment, sans programmation. C'est un piètre ministre que vous n'avez pas idée. Si lui, il est piètre, parce que c'est lui qui est plébiscité aujourd'hui comme meilleur. Oh. Qui est meilleur au gouvernement? Plébiscité comme meilleur par qui? Par tous les Congolais. Tous les Congolais. Moi, je ne suis pas Congolais. En tout cas, à part vous et votre caméraman. Sur l'IA, vous êtes seul. Hein? Sur l'IA, vous êtes seul. Non, c'est un piètre ministre de la fonction publique. Je vous l'ai dit. Dans ce gouvernement, qui est meilleur? Il n'y a pas meilleur ministre. Parce que personnes. On ne peut pas avoir un bon gouvernement avec une mauvaise première ministre, avec un mauvais président. C'est impensable. Oh. Je vous dis. Vous jetez en pâture les 57 personnes. Alors, il y a certains qui ont des aptitudes. Ah oui. Non, reconnaissez-les alors. Non, vous parlez de la compétence, vous ne parlez pas des aptitudes. Oui, des compétences, justement. Non, mais attendez. Mais quelqu'un qui pouvait être bon ministre de la fonction publique, vous faites de lui ministre des hydrocarbures. Vous voulez qu'il soit bon comment? Il y a un problème de casting, il y a un problème de job description. Didier Boudimbo nous amène à la coupe du Monde. Non, mais attendez, est-ce que le rôle d'un ministre de sport, c'est d'amener la Coupe du Monde? Ou d'organiser les secteurs? Il a apporté beaucoup de réformes. Non, mais quelle réforme? Citez-moi une seule loi. Oh, cher ami. Vous parlez de réformes parce que quelqu'un a donné l'argent à un supporter. Oh. Ah. Non, lorsqu'on parle de la gouvernance, on parle en termes de réformes. Ne me parlez pas de donner l'argent ou de donner une jeep à quelqu'un, vous faites de lui incompétent. Jean-Pierre Bemba, au transport. Il sert à quoi celui-là? Des avions viennent aujourd'hui. Hein. D'occasion. Mais ce sont des avions. Mais son chef avait acheté 8 avions. Il faut reconnaître que Jean-Pierre Bemba travaille. Reconnaître quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les secteurs de transport? Qu'est-ce qu'il y a comme innovation? Félix a trouvé 100 compagnies. Il n'y a pas de compagnie aujourd'hui. Airways avec 2 avions qui travaillaient. Alors aujourd'hui, c'est au-delà des 2. Hein. Au-delà des 2, c'est combien? Une entreprise qui vit sous les mamelons de Geoffrem. Cher ami, apprenons à dire des choses telles qu'elles sont. Le pays va très mal. Il n'y a rien. Nous sommes à la fin de l'émission. Si je peux coter quelqu'un, oui. Si je peux prendre le risque de coter quelqu'un dans ce gouvernement, peut-être que je peux chercher, peut-être que le ministère de... Apparemment, ce ministère aussi n'existe pas. Lequel? Non, mais apparemment, il n'y en a pas. Qui est ça? Non, mais le ministère n'existe pas, en fait. Quel est le ministère qui existe? Voilà pourquoi j'ai dit, si je dois chercher quelqu'un dans ce gouvernement, en tout cas, je n'en trouverai pas. Soit peut-être si on créait un nouveau ministère, je pourrais prendre les risques. Mais peut-être la personne qui a moins de problèmes avec le peuple, c'est peut-être le ministère des Droits humains.
Elle, au moins, ces ministères, au moins, écrit. À chaque fois, il fait des rapports. Avec il n'y a rien. Comment il s'appelle? Je ne sais même pas si c'est un monsieur, c'est une dame. Mais non, c'est un monsieur. Lui, au moins, il écrit. C'est un avocat. Comme son ministère ne pose pas des actes en public, on suppose qu'il est en train de bien faire son travail. Parce qu'on ne voit rien. C'est un brillant avocat. Peut-être lui. Parce que je n'ai pas assez d'éléments sur lui. Il était d'ailleurs vice de Moutamba, Constant Moutamba. À la justice. Qui? Le type là de Mbosso? Comment il s'appelle encore? Mbemba. Non, je ne dis pas qu'il est compétent, je dis peut-être lui. Oui. Parce que je n'ai pas d'écho de ce qu'il Et réellement, il travaille. Ah, peut-être. Qui d'autre? Non. Non, ça c'est trop me demander. Bazaïba. Elle sert à quoi? Aux affaires sociales. Elle sert à quoi? Elle est aux affaires sociales. Quelle affaire sociale? Vous ne connaissez pas Bazaïba? Non, mais quelle affaire? Non, vous l'appréciez sur base de quoi? De la prestation? Des résultats? De quoi? Elle fait quoi? Il y a autant de cas de sinistres, elle a fait quoi? Quelles sont ses politiques? Elle a amené quoi comme réforme? Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, elle n'est pas là parce qu'elle est compétente. Elle est là parce que c'était une manière de la récompenser. Oh. Alors? Qui l'a récompensé? Ah, mais son parti. On a récompensé Bazaïba dans ce ministère. Mais vous pensez c'était quoi? C'était parce qu'elle méritait d'assumer toutes les fonctions du monde? Donc, c'est de la récompense. Cher ami, nous avons le malheur d'avoir un gouvernement, des gens incapables de solutionner le problème. Incapables. Il y a déjà un problème de coordination. Parce que justement, il s'est posé un problème de casting. Il y a eu un mauvais choix, déjà de la première ministre et de la suite. Rien n'est fait pour l'intérêt de la population. Maman Soumina ne travaille pas comme il se doit. Elle travaille ou elle passe son temps à faire des vidéos, à passer à la télé. Mais on ne sent pas la coordination dans les actions. Elle peut nous dire les niveaux d'exécution de son fameux programme de 6 axes. Où en sommes-nous avec ces fameux programmes? Apparemment, personne n'en parle. On applique quel programme? Qui d'entre les ministres respecte ces dames? Alain Bolodja, je vous remercie d'être passé. Merci je vous donne à vous. 1 minute pour vous adresser à ceux qui pensent changer ou réviser la Constitution. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, il ne doit pas réfléchir les deux à la fois. Il doit faire le choix. S'ils veulent réviser, ils restent dans le cadre constitutionnel, parce que la Constitution leur confère le droit de le faire. S'ils veulent changer, ils doivent s'attendre à des réactions, et généralement, ça conduit aux guerres civiles. Généralement. Parce que la Constitution est venue dans ces contextes-là. Si vous la violez, naturellement, on reviendra à la case de départ. Et comme vous êtes fort, vous allez vous protéger. Nous qui sommes vulnérables, on sera exposés. Voilà. Très bien. Merci d'être passé. C'est à moi. Alors, je prends 1 minute pour remercier Trésor Mahamba, qui est le directeur provincial de antifraude au Lualaba. En tout cas, un jeune qui fait très bien son travail, très efficace sur le terrain. Là-bas, la corruption ne passe pas. Il n'y a aucune corruption chez Trésor Mahamba. Ah bon? Il n'y a aucune corruption. C'est un jeune très dynamique. Monsieur Alain, je vous dis... Non, mais je ne le connais pas, je ne veux pas opiner là-dessus, mais je m'étonne seulement. Oui, peut-être vous ne le connaissez pas, oui. Mais si vous vous y intéressez, vous allez le connaître parce que c'est le bras droit de Fifi Masuka. Ah, donc là déjà il y a un problème. Comment ça? Ah, il est bras droit. Il est bras droit de Fifi Masuka. Oui. Fifi Masuka n'a pas une bonne presse. Il a maîtrisé le banditisme au Lualaba. Comment? En quoi faisant? Justement, il est le président de la Ligue de jeunes du FIDEC. Il est président. Ah, votre invité de l'autre fois? Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Président provincial. Ah, provincial. Il est directeur provincial d'antifraude au Lualaba. Les minerais et consorts, c'est lui qui les gère. Les Chinois qui sont là. C'est lui qui les gère. Non, c'est lui qui gère l'antifraude. Ah, l'antifraude. Oui. Rien n'est pas... C'est une structure de la province ou de l'État? De la province, justement. Ah, la province a créé sa structure. L'antifraude. Oui.
Et c'est lui qui gère cette entité. Cette structure, oui. Et aucune corruption ne passe là-bas. Aucune corruption. La corruption ne passe pas là-bas. En tout cas, les Chinois... la corruption ne passe pas ou la corruption n'est pas mise en évidence parce qu'il est là. Chez lui, la corruption ne passe pas. Ah, donc on ne le corrompt pas. On ne le corrompt pas. On peut corrompre quelqu'un d'autre. En tout cas, lui, ça passe pas. Dans son département, ça passe pas. Mais sachez tout simplement que Alinguete avait rendu un rapport où on cherchait à retracer 200 millions de dollars dans cette province. Là-bas? Ouais. Non, Alinguete plutôt. Alinguete par contre apprécié. J'ai vu une vidéo d'Alinguete. Non, Alinguete a plutôt apprécié le travail qu'a fait Fifi Masuka financièrement. On peut apprécier le à l'époque, travail, il a dit que c'est pour la première fois qu'il arrive dans une province et qu'il n'y a aucun détournement. C'était ça. Je ne parle pas de détournement. Alors, je félicite Trésor Mamba. Oui, il faut le féliciter parce que vous le connaissez. Oui, c'est un gars très, très brillant. Ah, ok. Je vais chercher à le connaître. Très bien. Le jour où je le connaîtrai, je viendrai pour vous dire que ce que vous avez dit, c'était vrai ou faux. Et je ferai en sorte que vous le connaissiez. Parce que c'est quelqu'un de très efficace. Et vous allez l'apprécier. C'est parmi les jeunes vraiment droits comme vous. S'il est efficace, bravo à lui. Parmi les jeunes droits comme vous. Ah. Vous êtes droit, hein? Vous êtes très droit. Je le souhaite en tout cas. Très bien. Alors, merci à Trésor Mamba. Félicitations à vous. On a failli. Vous l'avez déjà fait. On a pensé vous incliner, mais votre tête est restée droite. Merci à Alain Bolodjoa. Merci à vous. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.